Bon, bon matin tout le monde qui vient de se joindre à nous. On va attendre encore quelques temps. On a 10 personnes sur 21 d'arriver. Donc, on va donner un peu le temps aux 10 autres personnes de se joindre à nous. Je veux savoir rapidement pour ceux qui sont déjà arrivés, est-ce que vous êtes tous de la région de Montréal? Ottawa? Saint-Jean? Ottawa? Ottawa? Beaucoup de gens d'Ottawa ce matin, c'est bon. J'espère que vous avez une belle température comme nous ici aussi. Ah, des gens de Québec. Est-ce qu'il y en a de ceux qui sont arrivés qui ont fait la première présentation de jeudi dernier sur la colère? OK. Donc, plusieurs ne l'ont pas suivi, quelques-uns l'ont suivi. C'est excellent. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, on servait plus la première présentation pour vraiment définir ce qu'était la colère. Aujourd'hui, on va voir vraiment plus justement les modèles, comment on peut contribuer à gérer mieux sa colère. Ça fait il va y avoir 3 autres formations à suivre. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, on va pouvoir se rencontrer au fil des semaines pour approfondir encore plus nos connaissances sur la colère. Je vais vous montrer le calendrier un peu plus tard. Donc, on va attendre encore 2 minutes pour voir s'il y a d'autres personnes qui vont joindre à nous. Puis après ça, je vais commencer. Le premier cours va être disponible en rediffusion. Donc, si vous allez sur Connexion Fac, bientôt, ils devraient tous être disponibles. Donc, vous allez pouvoir écouter la séquence du premier cours. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils vont être en ligne, mais on m'a dit que ça s'en venait sous peu. Donc, dès qu'on a plus de nouvelles, on va pouvoir vous faire signe et vous donner l'information pour pouvoir revisionner les conférences qui ont déjà été données.
en français et en anglais, sur tous les thèmes qui ont déjà été abordés. Donc, Maxime, qui est un collègue aussi, me fait part que ce n'est pas encore disponible pour la rediffusion. Donc, je vais commencer tranquillement. Donc, je me présente, Étienne David Fortin, spécialiste en promotion de la santé. Donc, c'est moi qui vais animer la prochaine heure de la formation avec vous. Gênez-vous pas pour m'écrire sur le chat. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, j'ai aussi ma collègue Valérie qui co-facilite avec moi, qui va gérer peut-être un peu plus justement le chat pour répondre à vos questions ou demandes particulières. Et elle va m'assister beaucoup. Et on va commencer avec une question. Donc, on va vous envoyer la première question pour savoir si vous êtes militaire, membre de la famille militaire, un employé du ministère de la Défense, un employé SBMFC ou autre. Donc, pas de problème. Pour ceux qui veulent répondre plus tard, vous pouvez répondre aussi plus tard. Les questions, tant que vous n'avez pas répondu, vous pouvez toujours retourner à l'onglet Poll, puis vous allez pouvoir répondre aux questions en différé. Excellent. Merci à tous. Donc, juste rapidement, si c'est la première fois que vous assistez à une formation de la promotion de la santé sur Demio, donc juste vous informer que ce que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Bien sûr, toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains sujets, bien sûr, peuvent être de nature sensible, peut-être moins appropriés pour des enfants. Donc, s'il y a des enfants à l'écoute, on se fie à la discrétion des parents pour savoir s'ils ont la maturité pour suivre les sujets. Je vous avertis, c'est quand même, on ne va pas trop dans le détail dans la formation ici. Évidemment, s'il y a des gens qui décident de partager des expériences via le chat room, ça demeure confidentiel, donc on essaie de garder l'information à des buts académiques. Donc, on prend les exemples des gens pour comprendre un peu plus ce qui s'en vient. Bien sûr, nous, on ne retrace pas les gens, on n'est pas dans la situation-là. Donc, c'est vraiment juste à des fins. On invite les gens à partager leur information pour nous aider à mieux comprendre peut-être un concept ou bien répondre aux questions que je vais vous poser. Comme j'ai déjà mentionné, c'est enregistré et on va voir, vous allez pouvoir voir ultérieurement. Tous les renseignements sont à venir, comme Maxime le mentionnait. Je ne mettrai pas les microphones à tout le monde présentement, mais peut-être vers la fin, s'il y en a qui veulent vraiment parler de vive voix, je pourrais peut-être permettre l'autorisation à certaines personnes pour qu'on puisse se parler de vive voix. Mais sinon, utiliser le chat room, c'est plus facilitant avec les gens qui sont tous présents. Donc, comme je vous le mentionnais, on est dans une série, bien que toutes les formations sont indépendantes, ça fait partie tous du même sujet. Donc, on est rendu à la deuxième aujourd'hui, donc les pensées de déclenchement et d'adaptation. Donc, on est vraiment dans des stratégies de gestion de colère. La semaine prochaine, on va parler plus de reformuler nos pensées erronées. Le 4, on va parler plus de communication, donc comment avoir une communication assertive et non agressive. Et finalement, la dernière présentation va être sur le pardon et le maintien de changements positifs. Donc, si au cours des semaines, vous avez fait certains changements à votre comportement par rapport à ce qu'on vous a enseigné, bien là, on va parler justement de comment maintenir et s'assurer que les comportements demeurent à long terme.
Vers la fin de la présentation, on va vous mettre le lien pour l'inscription pour la prochaine formation, celle du 21. Donc, vous allez pouvoir déjà vous inscrire si ça vous intéresse. Donc, j'ai vu qu'entre-temps, il y a des gens qui sont arrivés. Bonjour aux ceux qui viennent d'arriver. Et n'oubliez pas d'aller répondre aux questions dans l'onglet Poll, s'il vous plaît. C'est important, nous, pour nos statistiques. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre encore en quoi consiste la colère, c'est quoi son utilité. Parce que oui, elle est, comme on l'a expliqué dans le premier, elle a son utilité. C'est une émotion essentielle. Elle nous permet de bien identifier certains besoins qu'on a. Il reste à savoir comment bien l'utiliser par la suite. Et c'est là justement qu'on va apprendre les habiletés d'adaptation pour éviter que la colère devienne une agression envers une autre personne et qu'on l'utilise pour combler un manque qu'on a à combler ou bien s'exprimer sur nos désirs qui sont à combler. Donc, 5 étapes qu'on va voir ensemble. Donc, on va vraiment, comme je l'ai expliqué au début, on va faire la différence entre la pensée de déclenchement et d'adaptation. On va définir c'est quoi les croyances qui peuvent être liées à la colère. Et par la suite, encore là, on va élaborer certaines stratégies pour limiter, éviter des situations qui peuvent provoquer la colère. Donc, encore là, on va être en prévention. Apprendre à faire une pause. Donc, ça peut être un outil très important, mais il faut bien l'utiliser. Quand on n'a pas pu prévenir la colère, mais qu'on ressent ses effets et qu'on veut diminuer le risque que la colère devienne une agression. Et par la suite, là, on va justement peut-être faire une petite introspection pour détecter certaines zones de tension que la colère peut amener chez nous, le stress. Donc, toujours dans le but de bien reconnaître et de prendre soin de nous le plus tôt possible. Encore là, toujours mieux prévenir que guérir. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des points, vous voulez qu'on élabore un peu plus, gênez-vous surtout pas de m'envoyer l'information via le chat. Donc, commençons par le début. Quand on parle de colère, c'est bien de comprendre c'est quoi les pensées d'adaptation et les pensées de déclenchement. Parce qu'il y en a un qui va accentuer et l'autre va nous aider à mieux recadrer notre colère. Donc, évidemment, je pense que ce n'est pas une grande surprise. La pensée de déclenchement, c'est vraiment ce qui va venir intensifier nos émotions, nos sensations physiques et nos actions. Donc là, on reste dans l'aspect de colère et on monte un peu dans l'escalade de la colère. Donc, c'est toutes des pensées qui peuvent nous passer, qui peuvent venir à nous pendant qu'on vit l'émotion de la colère, qui va faire en sorte que là, justement, pour l'imager, la soupape est sur le bord d'exploser. Donc, comme par exemple, vous voyez ici, vous posez, vous dites à votre enfant d'éteindre la télé et il ignore votre demande. Et donc, pour vous, les pensées qui peuvent venir à vous, c'est il m'ignore toujours, je suis fatigué de répéter sans cesse, d'éteindre la télé. C'est un manque de respect. Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver, ça? Donc, est-ce que c'est des pensées que certains vivent à certains moments? Donc, si on lit cette pensée-là à un facteur de stress, donc pour vous, vous aviez une demande à lui faire, vous lui demandez d'éteindre la télé, il n'écoute pas. Donc là, vous étiez déjà stressé d'une situation et là, on rajoute cette pensée de déclenchement-là. Donc là, on va vraiment entrer dans l'escalade de la colère. Donc là, on va peut-être se rapprocher plus de l'agression parce qu'on renforce l'élément de colère dans cette situation-là. Est-ce que vous avez d'autres exemples justement de pensées qui peuvent déclencher ou accentuer la colère?
pas nécessairement chez vous, mais chez d'autres personnes. Effectivement, quand on ressent une grande injustice, ça peut accentuer la colère. Parce que dans le fond, on ressent qu'on a eu un tort qui a été causé contre nous. Et là, ça peut s'accentuer si on ressent qu'il n'y a personne pour venir régler cette injustice-là. Effectivement, toute insatisfaction. Mais l'idée, encore là, je pense que tout le monde comprend bien, c'est tout ce qu'on peut penser qui va mettre le feu aux poudres, qui va vraiment nous déclencher la colère. À son inverse, on a la pensée, oui, la colère et la colère d'une autre personne, effectivement. Idéalement, ce qu'on préférait, c'est que les gens aient tous des pensées d'adaptation. Excusez-moi. Mauvaise interprétation. Effectivement, quand on se fait des scénarios, on va en parler plus tard, mais oui, c'est effectivement, on regarde la personne, puis là, on se fait un scénario négatif ou des interprétations infondées. Effectivement, ça va augmenter la colère. Donc, ça va augmenter les pensées de déclenchement. Comme j'allais dire, ben justement, la pensée d'adaptation, ben elle a pour but d'atténuer nos émotions, nos sensations psychologiques et, bien sûr, influencer nos actions et donc, espérons-le, résoudre la situation plus calmement. Donc, par exemple, ben justement, il ne m'a peut-être pas entendu ou il a été distrait. C'est pas intentionnel. Donc, déjà là, si on part avec le fait que la personne n'a pas une mauvaise intention, on va peut-être être plus calme dans la situation, on va peut-être réagir mieux. Ou justement, ben, on sait que la personne, elle aime beaucoup regarder la télévision, donc effectivement, il peut être moins attentif à la personne autour d'elle, donc moins comprendre les autres messages, donc il est vraiment absorbé par la télévision. Donc, si on vit un facteur de stress, on est en mesure d'avoir une pensée d'adaptation, mais déjà là, on se met en situation pour régler le problème. Donc, on ne vient pas accentuer, on vient un peu désamorcer. Donc, donnez-moi un peu vos exemples, vous, de pensées d'adaptation qui vous aident à surmonter ces périodes de stress-là. Donc, comment vous reformulez ça? Comme décerner les mauvaises intentions. Oui, effectivement. Prendre une distance, se retirer de la situation. Donc là, on est beaucoup dedans. Mais là, c'est plus vos pensées qui vont. Pour répondre à Michel, comment décerner les mauvaises intentions, c'est effectivement assez difficile. Mais l'objectif, c'est vraiment de focusser sur ce que nous, on ressent à ce moment-là. Donc, c'est de voir un peu comme on donne l'exemple souvent, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est sûr que c'est beaucoup des interprétations et beaucoup aussi de vécu. On va voir avec nos réactions si nous, on agit correctement et la personne persiste dans ses mauvaises habitudes. Ça se peut par la suite, il faut voir comment on va gérer la situation. C'est sûr, ça va être beaucoup dans les agissements de la personne qu'on va reconnaître ces mauvaises intentions-là, ces intentions peut-être plus d'agression, de vouloir faire du mal aux autres personnes. Donc la question, c'est juste vos pensées qui vous permettent de désamorcer un peu la colère. Donc, comme on disait, je parle à mon enfant, je lui dis d'éteindre la télé, il m'ignore, je vais formuler, il ne m'a pas entendu, au lieu de dire, il m'ignore totalement. Donc, c'est un peu ça que je veux savoir. Donc, vos questions, vos pensées d'adaptation, comment vous réussissez à vous désamorcer en reformulant ce que vous pensez peut-être. Exactement, comme on est dans le trafic, combien de fois ça nous est arrivé de se faire
coupé par une personne, comment qu'on pourrait reformuler la situation pour avoir une pensée d'adaptation au lieu d'avoir une pensée de déclenchement. Donc, ça vous est déjà probablement arrivé de vous faire couper quand vous étiez dans le trafic. Donc, comment on peut reformuler au lieu de dire que la personne est un incompétent ou une personne qui a des mauvaises intentions? Y aurait-il une façon de reformuler la situation? Effectivement. Idéalement, quand on va faire des pensées d'adaptation, ça va être avec des gens qu'on veut garder de bonnes relations. Oui, effectivement, on peut juste simplement dire que la personne, elle est pressée. On ne sait pas, il y a peut-être, je ne sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous, si on vous met à l'inverse, avez-vous déjà coupé quelqu'un dans le trafic? Est-ce que vous aviez des mauvaises intentions? Ou justement, il y avait une situation hors de votre contrôle que vous essayez de gérer? Donc, ça peut être voir. Mais tu sais, on pourrait dire aussi la personne, il faut qu'elle se rende à l'hôpital, il y a peut-être eu une problématique de santé. Ou encore là, elle va, sa conjointe est sur le point d'accoucher, donc il se dépêche pour se rendre là-bas. Effectivement, le mindfulness devient un outil très intéressant. Donc, idée de pensée d'adaptation, on pourrait justement parler, je peux rester calme. Donc, dans le fond, là, on va faire un peu, on va se parler à nous-mêmes. Je vais respirer profondément, je vais me détendre de la situation. De toute façon, même si je klaxonne, je me mets en colère, l'autre personne est rendue déjà loin. C'est moi qui vais en subir les inconvénients à ce niveau-là. Par la suite, c'est justement, on va essayer d'expliquer calmement ce qui ne convient pas. Et justement, essayer d'arranger les choses en restant calme. Parce que si on ne garde pas notre calme, ça va être plus difficile d'arranger la situation. Effectivement, on peut nommer les besoins sous-jacents. Ça peut aider. Ce qui nous amène à une première stratégie de gestion de colère. Donc, un des premiers trucs à faire, c'est toujours d'évaluer le coût et les avantages de notre réaction. Donc, par exemple, si je vous pose la question, ça serait quoi les avantages d'avoir recours à la colère? Un défoulement. Donc, effectivement, on voit, c'est peut-être plus difficile pour beaucoup de gens de voir les avantages, mais ça serait se faire respecter, faire sortir l'émotion, éviter que ça reste en dedans. OK. Le lien avec un comportement d'enfant, montrer que c'est vraiment dangereux, d'affirmer et de mettre quelque chose au clair. Puis ça serait quoi, à l'inverse, le coût? C'est quoi si on peut dire, les inconvénients de se mettre en colère? L'avantage, on peut avoir la motivation pour trouver la solution. Le stress a un inconvénient qui vient avec la colère. Perdre le respect de quelqu'un. Effectivement, à ce moment, on va dire, là, les personnes, si on se met en colère, on peut se faire respecter plus, mais c'est souvent l'inverse. Tension dans les discussions, effectivement, si on revient au point que vous avez mentionné, si on veut investir dans la relation, ça peut blesser autrui, maladie cardiovasculaire, effectivement. Donc, beaucoup d'études en ont prouvé que c'était les coûts. Puis à l'inverse, si je réagis calmement, c'est quoi les avantages que je vais en retirer?
la zénitude. Bonheur, la fierté. Effectivement, souvent, on est fier de dire hey, j'ai réussi à résoudre le problème sans me mettre en colère. La réussite, l'harmonie, effectivement. Donc, c'est toutes des choses que beaucoup de gens recherchent. Et est-ce qu'il y aurait un inconvénient ou un coût à agir calmement? Effectivement, certaines personnes peuvent rester frustrées parce que ça ne se résoudra pas comme ils veulent. Certaines peuvent sentir qu'ils ne sont pas pris au sérieux. D'autres, effectivement, je ne me suis peut-être pas assez affirmé. Effectivement, ça peut être des choses qui peuvent peser dans la balance. Dedans. On va voir un peu plus tard, on a certains vrais ou faux à voir à ce niveau-là. Mais effectivement, il y a des gens qui peuvent voir peut-être négativement de répondre calmement à une situation. Et justement, ça nous amène à qu'est-ce qu'une croyance? Donc, juste rapidement, avant qu'on tombe dans les croyances sur la colère, vous définissez comment une croyance? Avoir de l'espoir en quelque chose. Effectivement, présentement, on a beaucoup d'espoir que la situation revienne à la normale sous peu parce qu'on fait les bonnes choses. Ce à quoi on adhère, effectivement. On a les croyances communes de la société, les valeurs profondes, effectivement, qu'on peut avoir. Une idée préconçue, effectivement. Dans le fond, souvent, nos croyances viennent de nos parents, de nos grands-parents. Donc, effectivement, il peut y avoir beaucoup d'idées préconçues. Donc, on va voir justement certaines croyances qu'on peut voir. Mais dans le fond, les croyances, c'est ce que nous acceptons comme vrai ou réel. Donc, si je crois en quelque chose, pour moi, ça va devenir vrai ou ça va être réel. Donc, si j'ai mes croyances religieuses, ben, pour moi, c'est vrai parce que c'est ancré en moi. Tout le monde n'a pas les mêmes croyances. Ça, je pense que c'est d'emblée. On ne croit pas tous aux mêmes choses. Et bien évidemment, ce n'est pas toutes les croyances qui ont été prouvées. Et nos croyances vont déterminer si nos pensées, on va être plus enclin à des pensées de déclenchement, excusez, ou d'adaptation. Et bien sûr, ça va venir influencer nos émotions ou les comportements qui en résultent parce que nos croyances sont affectées. Ça vient, comme vous l'avez mentionné, c'est une valeur profonde. Donc, si on vient confronter cette valeur profonde-là, évidemment, nos émotions vont en être affectées au niveau émotionnel et on va agir différemment si on vient nous défier beaucoup dans nos croyances. Donc, sur le reste, je pense je l'ai assez mentionné. Ou comme à l'exemple, si justement je suis conscient que tout le monde peut faire des erreurs, que les erreurs font partie de la vie ou que justement mes enfants sont en apprentissage, c'est normal qu'ils ne soient pas parfaits, ben, il y a moins de chances que je succombe ou que je ressente la colère. Parce que pour moi, ça fait partie de ma croyance. Donc, on va tous faire des erreurs, ça ne sera pas parfait. On va apprendre de ces erreurs-là et on va pouvoir avancer dans la vie. Donc, si c'est mon mode de croyance, peut-être moins de chances que je vais me mettre en colère envers les autres personnes. Je vais peut-être pouvoir me dire plus, je vais les laisser vivre leurs erreurs. Ils vont en faire un apprentissage et par la suite, ça va aller mieux. Donc, quelques vrais ou faux. Si on commence avec le premier, selon vous, il est sain de décharger la colère
le fait d'évacuer la colère en criant ou en frappant aura pour conséquence de la réduire. Est-ce que selon vous, c'est vrai ou faux cette affirmation-là? Okay, donc, beaucoup de faux. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire croire à une personne que c'est vrai? Oh, partiellement faux. La détresse. OK. Sur le coup, oui, on peut ressentir que ça réduit notre colère, mais par la suite, peut-être moins. Si on a décidé de frapper un mur, on a fait un trou dedans, ben là, on va tout réparer. Donc, effectivement, il peut y avoir des conséquences par la suite. Se défouler peut aider à extérioriser cela. Donc, effectivement, on a mentionné dans le premier cours, c'est une émotion qui vient chercher nos réactions de combat, de fuite. Donc, effectivement, il faut extérioriser cette énergie-là, mais de façon constructive. Donc, effectivement, ça revient à ce que Carl mentionne. Certaines personnes disaient faire sortir le méchant, ça fait du bien, mais ça ne règle rien. Donc, je suis bien que vous voyez que c'est faux. Je vais élaborer un peu plus tard sur la situation, mais effectivement, beaucoup d'études ont prouvé que ça ne réduit pas la colère nécessairement de l'évacuer en criant ou en frappant. Même chez certaines personnes, ça va encore plus l'accentuer, donc ça peut être encore plus dangereux. Deuxième, les autres me respectent lorsque je suis en colère ou agressif. Est-ce que selon vous, c'est vrai ou faux? Effectivement, j'aime bien le point de Michel. On fait plus peur aux gens, donc on inspire plus la peur que le respect des autres personnes. Donc, effectivement, c'est faux. Mais certaines personnes peuvent venir à croire que cette agressivité-là les amène ou leur confère un certain respect parce qu'ils atteignent certains objectifs en ayant recours à cette colère-là. Mais souvent, on va respecter plus une personne qui reste calme, qui est respectueux d'autrui versus une personne qui a usage de la colère pour faire valoir ses points. Troisième, je me mets en colère à cause des situations ou des gens. Donc, c'est les autres qui font en sorte que je me mets en colère. Oh, il y en a qui ont perdu le son. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Vu que certaines personnes. Oui, OK. J'espère, Hélène, que vous allez retrouver bientôt le volume. J'en suis désolé. Donc, si je reviens à la question, donc, est-ce qu'on se met en colère à cause des situations ou des gens? Est-ce que c'est vrai ou faux cette affirmation-là? Effectivement, la colère, ça vient de nous, c'est notre émotion. Donc, effectivement, c'est faux. La colère, c'est notre émotion. La plupart des gens ne vont pas faire de façon volontaire de vouloir nous mettre en colère. Même chose la situation, c'est nous qui le vivons et encore là, c'est nous qui choisissons de comment on va réagir face à ces gens-là. Et quatrième, il faut que je sois agressif pour obtenir ce que je veux. Donc, est-ce que selon vous, c'est vrai ou faux? Donc, il faut faire usage d'agressivité pour aller obtenir ce que je veux de la vie ou d'une situation. Donc, effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus parler de faire usage d'agressivité pour obtenir ce qu'on veut.
dans les situations. Donc, excellent. Donc, comme je vous mentionnais, juste pour effectivement, parfois, on peut obtenir ce qu'on veut, mais comme on le mentionne ici, il peut y avoir des coûts reliés à cette obsession-là si on utilise l'agressivité. Donc, par la suite, on peut avoir de la culpabilité et il peut y avoir aussi des revanches. Donc, quand on a recours à l'agressivité pour obtenir ce qu'on veut, ça va causer des blessures à certaines personnes. Donc, souvent, le coût va être plus important que les avantages. Donc, peut-être à court terme, effectivement, on va avoir ce qu'on veut. Mais à long terme, bien, justement, ça peut faire que ça va briser des amitiés qu'on a eues avec des gens, des relations importantes pour nous. Donc, il peut y avoir un coût souvent élevé. Faut toujours faire le pour et le contre dans ces situations-là. Donc, je pense que j'ai bien expliqué, mais ça vous résume bien le tableau. Donc, c'est un peu les explications. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut faire la différence entre s'affirmer, comme Bruno l'a dit. Donc, on peut s'affirmer convenablement, se tenir debout, se faire respecter, et la colère et l'agression qu'on va faire. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement de se laisser marcher dessus, mais c'est de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on désire. Donc, ça, on va le voir beaucoup dans le cours de la discussion assertive. Donc, être assertif versus utiliser la colère et versus l'agressivité. Mais effectivement, il faut être en mesure, et c'est bien, Bruno, que tu sois capable de faire la différence entre je me tiens debout, j'affirme convenablement mes besoins, mes émotions, versus j'utilise l'agression pour obtenir ce que je veux. Donc, c'est un excellent point de pouvoir faire la distinction entre les deux. Il y en a beaucoup que c'est flou de faire la différence entre se tenir debout et être agressif. Ce qui nous mène justement au modèle de gestion de la colère. Et au niveau de ce modèle-là, ce qui diffère des autres modèles, des changements de comportement, excusez, j'ai un petit blanc de mémoire présentement. Mais dans le fond, dans le modèle, ce qu'on veut dire ici, c'est quand on vit une situation qui déclenche de la colère en nous, beaucoup de choses vont se passer au niveau de la perception de la situation qu'on va avoir. Ou que justement, nos pensées, nos croyances, les sensations, les émotions, tout va arriver très rapidement et en même temps, de façon simultanée, qui parfois va nous amener à avoir des comportements agressifs au lieu de calmes. Et bien sûr, à ce modèle de gestion-là, nous ramène toujours notre fameux tableau, le coût et les avantages d'agir d'une certaine façon, d'agir de façon colérique, de façon agressive versus de façon calme. Donc, on l'a vu, vous avez été très facile à donner les avantages de répondre calmement versus les coûts. Donc, il y avait très peu de coûts négatifs à agir calmement versus les coûts à réagir de façon avec colère. Donc, il faut être en mesure d'arriver à prendre une certaine distance. Et c'est là qu'on va aller par la suite. Mais c'est de bien comprendre que justement, dans une fraction de seconde, en nous, quand on va percevoir la situation, ben, tout va être mélangé. Ça ne sera pas analysé froidement. Donc, les émotions vont s'entrecroiser avec nos pensées, nos croyances, nos sensations et notre perception que la situation va être là. Donc, si on a des pensées de déclenchement, beaucoup plus de chances qu'on ait une réaction agressive à ce moment-là. Donc, pour arriver à prendre la distance, on peut utiliser les stratégies d'évitement
et d'échappatoire. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de prendre le temps qu'on a besoin pour assimiler l'information dans le but de venir résoudre le problème par la suite. C'est toujours efficace dans des relations qu'on doit entretenir, que ce soit personnel ou professionnel. C'est sûr qu'avec une personne étrangère qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas de relation avec, ça va peut-être peut-être moins utile, mais vraiment, c'est quand on a l'intention de conserver ses relations personnelles, professionnelles avec la personne, qu'on va utiliser ces stratégies d'évitement-là. Donc, l'idée, c'est toujours de réduire les tensions qu'on va vivre par rapport à notre émotion de la colère et construire des meilleures stratégies pour s'affirmer avec la personne avec qui on désire entretenir cette relation-là par la suite. Donc, la stratégie d'évitement, ça, c'est vraiment préalable. Donc, ça, on n'est pas dans la situation, mais on reconnaît qu'il y a des situations, des personnes qui peuvent nous déclencher le sentiment de colère plus facilement. Donc, on veut éviter de se rendre à ce sentiment-là. Donc, on va établir peut-être préalablement des modèles ou des choses qui nous conviennent pour éviter d'arriver à vivre la colère ou d'en arriver à des situations où que la colère va devenir hors contrôle. Donc, 3 types qu'on peut mentionner. L'évitement planifié. Donc, ça, c'est déjà quand on connaît nos déclencheurs. Donc, je crois déjà là, souvent, on a une bonne idée de ce qui vient nous chercher profondément et qui déclenche en nous la colère. Donc, comment qu'on peut l'éviter? Exemple, je ne suis pas capable, je ne peux pas aller dans le trafic. Moi, faire 2 heures de trafic pour me rendre à mon travail, je ne suis pas capable. Donc, je vais peut-être choisir un travail plus près de chez moi qui ne me nécessite pas d'aller à Montréal, ou je vais choisir peut-être d'autres itinéraires qui fait que la circulation est plus fluide, donc peut-être un peu plus longue, mais comme ça bouge, c'est plus fluide. Ça me permet d'éviter le trafic et d'éviter dans ce cas-là de tomber en colère et d'avoir une escalade et des tensions inutiles. On pourrait aussi faire de l'évitement par délai. Donc ça, on fait juste la demande quand la situation nous le permet, de prendre une pause ou de prendre un délai avant de répondre. Donc, c'est de dire, on sait peut-être que notre patron va nous demander de venir travailler ou de faire des heures supplémentaires. C'est de lui dire, est-ce que je peux te revenir avec ma réponse en fin de journée, demain, pour justement, quand la situation le permet, de prendre le temps de bien analyser la situation et de répondre convenablement. Et par la suite, il y a l'évitement par moyen d'action alternative. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment de trouver, peut-être quand on est, ça s'applique plus quand il y a des personnes qui déclenchent en nous, sans qu'on sache trop pourquoi, ce sentiment de colère-là. Donc, je pense qu'on a souvent toutes des personnes en tête qui nous viennent, qui nous disent, quand je rencontre cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, je me mets en colère plus facilement. Donc, est-ce qu'il y a une façon que je peux communiquer avec cette personne-là parce qu'elle fait toujours partie de ma vie? Par exemple, si on parle d'une ex ou un ex et on a un enfant ensemble, donc on doit continuer à communiquer, mais on ne peut pas peut-être le faire face à face parce qu'il y a trop de ressentiment un envers l'autre. Donc, est-ce qu'on peut prendre un moyen alternatif pour s'adresser à la personne? Donc, est-ce qu'on peut le faire par courriel, par texto, ou peut-être par téléphone? Peut-être que si on est au bout du téléphone, c'est convenable. Donc, si on ne se voit pas, ça peut faire en sorte qu'on a une discussion constructive pour le bien-être commun et d'éviter de tomber dans la colère. Donc, c'est ces 3 méthodes qui peuvent nous permettre de prendre du recul,
d'atténuer la colère, mais encore là, comme on l'a mentionné, ça ne la règle pas. Donc, il faut souvent trouver une solution à long terme pour justement qu'on entretienne cette relation-là, qu'elle soit convenable et constructive pour les deux personnes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux stratégies d'évitement? Excellent. Donc là, on va y aller dans les stratégies échappatoires. Donc là, c'est vraiment, on veut interrompre. Le dernier moyen, méthode alternative, c'est vraiment, j'essaie de l'expliquer autrement, c'est de trouver une alternative pour communiquer avec une personne avec qui on est plus enclin à avoir de la colère. Donc, par exemple, si j'ai de la difficulté à parler avec mon patron de vive voix, ben, je vais lui parler peut-être via courriel. Ça me donne peut-être suffisamment de recul ou ça me permet de bien choisir les mots pour éviter de dire des choses que je comprends, que je ne voulais pas dire. Excellent. Donc, si on revient aux stratégies échappatoires, l'objectif, là, c'est vraiment de venir interrompre la colère. Donc, on est dans une situation qu'on n'avait pas vu venir, qui déclenche en nous la colère. On commence à ressentir les bienfaits, donc on sent peut-être les tensions musculaires, on sent le combat peut-être interne, on sent la soupape qui commence à lâcher. Donc là, on veut vraiment venir se sortir de la situation momentanément pour revenir, pour éviter que la situation s'aggrave et revenir plus tard pour résoudre la situation, parce que le fait d'échapper à la situation momentanément ne résout pas le problème. C'est quelque chose qu'on va mettre en suspens pour pouvoir justement mieux gérer, mieux comprendre nos besoins qui ne sont pas comblés par la situation pour par la suite mieux les exprimer de façon assertive, donc se tenir debout, donc parler convenablement avec la personne avec qui on ressent cette colère-là ou dans la situation qui nous amène à cette situation-là. Donc, encore là, on peut en avoir des planifiés. Donc, encore là, c'est d'essayer de réduire au minimum les rencontres qui peuvent être amener des situations de colère. Donc, on sait, mettons, il y a des grosses réunions qui s'en viennent. Donc, on peut trouver des moyens alternatifs, des plannings planifiés de le réduire. On peut justement, excusez, donc vraiment le planifier d'avance. Donc, on se donne des trucs pour, si on le reconnaît, on peut s'en sortir assez facilement. Par la suite, il y a la distraction. Donc, comment qu'on peut se distraire momentanément pour pouvoir calmer le plus possible nos émotions pour pouvoir réagir de façon appropriée comme on le veut. Donc, ici, on va venir peut-être juste une petite pause mentale, penser à quelque chose qui nous fait du bien. Si on est capable d'avoir peut-être une pause, mais là, c'est là qu'on va utiliser peut-être des moyens. On va aller peut-être regarder une émission, on peut peut-être penser à quelque chose, lire un livre. Donc, vraiment, se distraire pour se permettre de ne pas vivre les émotions négatives à ce niveau-là. Dans l'échappatoire planifié, ça peut être aussi, soit il y en a qui vont faire semblant ou se faire appeler par quelqu'un pour donner une pause dans la réunion. Par la suite, c'est prendre une pause. Selon, on va l'établir un peu plus parce que ça peut paraître facile, mais dans certaines situations, si on ne l'adresse pas correctement, ça peut peut-être pas, on n'a peut-être pas assez le recul nécessaire. Donc, je vais vous donner quelques trucs pour bien prendre une pause. Donc là, si on ressent vraiment le besoin, on ressent les sentiments de la colère qui viennent en nous,
On va poser sur pause sur la situation, sur notre conversation avec la personne pour pouvoir reprendre nos esprits et être plus assertif quand on va revenir parler avec la personne. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre en retrait par rapport à la situation. Donc, quand on parle d'une pause, il faut être en mesure de sortir, de s'éloigner de l'endroit où on vit cette colère-là. On va aller réfléchir à ce qu'on veut dire, pas ruminer sur les aspects négatifs, sur ce que la personne pense, sur justement, comme vous l'avez mentionné, nos perceptions de la situation, mais on veut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut faire par la suite. On va vraiment aller puiser dans nos pensées d'adaptation. Donc, essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne. Ça, comme j'ai dit, ça peut être aussi le moment d'aller juste prendre une pause pour se distraire. Certaines personnes, c'est ce qu'ils ont besoin, ont juste besoin de sortir de la situation, peut-être aller jouer sur un jeu sur leur téléphone, ça peut leur permettre de juste prendre le recul nécessaire. Mais l'idée, c'est de revenir et d'évaluer de nouveau la situation de façon plus calme. On veut revenir dans la situation, on ne veut pas juste s'éloigner. Oui, effectivement, on veut réfléchir à nos besoins, ce que nous, on veut ressortir de cette situation-là, mais il faut être en mesure aussi de comprendre celui de l'autre personne parce que veut pas la réconciliation ou le retour au calme va venir aussi en reconnaissant les besoins de l'autre personne. Donc, ça peut être simplement, si on est dans une grosse réunion, là, on voit que les discussions s'en vont à gauche, à droite, ça ne fait plus de sens, on se sent bouillir. On peut simplement demander une pause pour aller aux toilettes. Donc, on peut dire, on se prend un 10-15 minutes, on va aller à la salle de bain, c'est vraiment urgent. Donc là, ici, on cache un peu la situation, mais on se dit, regarde, on se donne un 15 minutes pour revenir. On peut aller, si possible, se soulager. Excusez pour le téléphone. C'est vraiment d'essayer d'aller faire de l'activité physique pour. J'ai perdu un peu le fil. J'ai une petite distraction qui n'était pas prévue. Donc, c'est vraiment, on va aller marcher, on va aller faire de l'activité physique pour reprendre puis se calmer de la situation. On peut aller boire de l'eau, on peut aller manger un petit quelque chose si on sait que ça peut nous aider à juste décompresser. L'idée encore là, c'est toujours de trouver une solution et de bien s'affirmer quand on va revenir parce qu'on ne veut pas que la situation fait juste recommencer où elle en était. Donc, l'idée de la pause, c'est ce qu'on veut en faire. Donc, processus de pause qui? Ben, c'est toutes les personnes avec qui on veut entretenir une relation. Donc, on va vraiment faire une pause quand c'est quelqu'un qui est important pour nous, quelqu'un qui va rester dans le décor, qui va être là pour un bout de temps. Donc, il faut trouver ces personnes-là et c'est avec eux qu'on va pouvoir prendre des pauses. Parce que souvent, justement, peut-être aussi vont avoir besoin de ce moment-là pour arriver avec une reformulation de leurs besoins. Quand, ben, effectivement, quelqu'un qu'on connaît. Tout le monde peut demander une pause à tout moment, mais c'est vraiment quand on sent qu'on est après perdre le contrôle. Donc, on sent la colère, on sent que là, on reconnaît les pensées, c'est des pensées qui déclenchent plus que des pensées d'adaptation. Donc là, c'est vraiment le moment, là, quand on ressent que c'est des pensées déclencheurs, c'est là qu'on veut prendre la pause, on veut prendre du recul pour aller réfléchir plus aux pensées d'adaptation. Parce que si on se met en colère, on réfléchit plus clairement, on n'écoute plus, comme on l'expliquait dans le premier cours, on n'écoute plus l'autre personne. Effectivement, c'est ça dit la pause, il
faut bien la structurer parce qu'on veut se donner le temps de pouvoir revenir et de mieux s'affirmer par la suite. Parce qu'on fait juste prendre une pause, puis on revient, puis on a juste fait des pensées de déclenchement, ça peut être difficile effectivement de revenir et de bien s'affirmer. Donc, il faut vraiment bien se connaître, il faut faire des essais, il faut venir un peu au passé, on va faire des erreurs, mais l'idée, c'est toujours d'aller vers l'amélioration. Donc, encore là, il faut avoir un signal qui nous permet de dire, OK, là, on a besoin d'une pause. Donc, avec la personne, on peut en parler déjà préalablement. Donc, si on a déjà une relation avec la personne, on peut voir, du gars, quand je me ressens de cette façon-là, je vais, exemple, lever la main ou je vais dire, ben justement, pause toilette. Il faut que les gens comprennent que c'est le signal pour dire, on prend du recul, on va réfléchir, puis on revient avec des solutions constructives par la suite. Donc, il faut s'entendre avec l'autre personne. Parce qu'on ne veut pas dire faut que je m'en aille à la toilette, puis là, l'autre personne nous suit, puis elle nous parle à travers la porte et elle continue la discussion. Donc, il faut que l'autre personne comprenne que vous avez besoin de ce moment-là de recul, de pause pour mieux discuter avec elle ou lui par la suite. Il faut vraiment, comme je l'expliquais, cesser la discussion dès qu'on prend la pause. Parce que si on continue, ben c'est là que les pensées de déclenchement vont s'accentuer parce qu'on va encore plus avoir l'impression que l'autre personne ne nous respecte pas. Ou même nous, on essaye toujours d'en rajouter. Donc, on ne veut pas avoir le dernier mot. Ce n'est pas une question de qui va dire le dernier mot avant la pause. Ces questions-là, c'est le moment d'arrêter. La discussion cesse et les personnes vont faire une pause chacun de leur côté. Donc, il faut être en mesure aussi de dire à la personne ce que vous allez faire, où vous en allez le faire et quand vous allez revenir. Il faut que la personne ait un sentiment que justement, vous ne voulez pas juste fuir la situation, mais que vous allez y réfléchir, vous allez prendre du recul pour revenir à la situation. Donc, comme dans l'exemple qu'on mentionne, je vais aller marcher pour me détendre, je serai de retour dans 1 heure. Donc, l'autre personne, vos attentes, vos besoins sont clairement identifiés. Donc, l'autre personne, elle le sait que dans 1 heure, vous allez revenir plus calme pour adresser la situation que vous tentez de régler qui cause ce sentiment de colère-là. Donc, l'autre personne, ça va être plus en clair à répondre positivement parce qu'elle sait exactement ce qui va se passer pendant votre pause. Pendant la pause, comme je l'expliquais, le but, c'est d'atténuer les sentiments de colère. Donc là, on fait l'introspection, on reconnaît les zones de tension. On va en faire peut-être un petit exercice plus tard, dans quelques minutes, je devrais dire. Mais il faut vraiment trouver des façons de décrocher de ce qui nous met en colère, de s'amener à un calme qui nous amène à bien exprimer et bien s'affirmer une fois qu'on va revenir. Donc là, encore là, c'est à vous de voir là, vos points d'intérêt, ce qui vous permet justement rapidement de faire le vide et d'avoir suffisamment de recul pour gérer la situation convenablement. Et bien, justement, ça peut être aussi le moment de faire, comme j'expliquais tout à l'heure, les coûts et les avantages. Donc, si je continue dans cette situation-là, ça va être quoi les coûts, ça va être quoi les avantages possibles. On peut peut-être prendre un peu le moment d'y réfléchir. Comme ça, on va peut-être voir les avantages à répondre plus calmement dans la situation. Et encore là, c'est comment on va résoudre. C'est pourquoi, ce serait quoi les solutions pour nous qui seraient convenables, que les deux parties mettent en pratique pour qu'on puisse résoudre la situation qui amène ces sentiments-là chez les deux personnes. Après la situation, bien, idéalement, l'autre personne aussi a fait la même chose que nous. Elle revient plus calmement. Elle a peut-être trouvé une meilleure façon de vous exposer ses demandes, ses besoins. Et l'idée, bien, c'est vraiment d'écouter la personne sans interrompre. Ça, parfois, c'est pas facile. Je le conviens. Des fois,
on veut être sûr que l'autre personne comprenne. On voit peut-être des choses qu'on comprend mieux par la suite, puis là, on veut essayer de montrer qu'on a compris, mais laisser le temps, il faut laisser le temps à la personne qui a pris une pause de bien revenir et de parler sans l'interrompre. Par la suite, il faut que les deux personnes comprennent qu'ils sont là en résolution de conflit. Je ne rentrerai pas dans le cours, je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont suivis. Donc, si on pense aux marques, que sûrement beaucoup d'entre vous ont entendu parler en milieu de travail. Donc, comment qu'on peut résoudre le conflit de façon positive pour les deux personnes, si c'est un conflit, ou comment bien s'exprimer pour que l'autre personne accomplisse la tâche qu'on lui demande, par exemple, de fermer la télé, versus de se mettre en colère dans la situation. Donc, comment les deux personnes peuvent trouver leur compte. Et oui, on peut le faire aussi avec les enfants, ces méthodes-là. Des fois, on envoie les enfants prendre des pauses, mais peut-être des fois, c'est aux parents aussi d'aller prendre la pause le temps que la situation soit plus adéquate. Elles choisissent ensemble des parties des deux solutions qui contenteront. Donc là, il faut être capable de comprendre que c'est les deux besoins, les deux personnes ont des besoins à rencontrer. Donc, on veut bien les exprimer pour, par la suite, trouver une bonne solution au problème. Donc, je sais qu'il est 11 heures. Est-ce que tout le monde a un peu de temps encore ou il y en a, il faut qu'ils partent? Il me reste, dans le fond, ce petit exercice-là qu'on peut faire. Sinon, et donc, Brenda, c'est correct. Michel aussi, vous avez un peu de temps. Sinon, on va déjà d'emblée mettre les deux dernières questions dans la section pause que vous allez pouvoir répondre si vous devez partir plus rapidement. Comme ça, nous, on va avoir nos statistiques pour la présentation et pour ceux qui doivent partir et pour les autres, je vais continuer un peu avec un petit exercice justement qui nous permet de reconnaître les zones de tension. Donc, Valérie, tu veux-tu mettre les questions pendant que je vais faire l'exercice pour les personnes qui doivent quitter, s'il te plaît? Donc, l'idée ici, c'est vraiment, comme je l'expliquais, c'est qu'on veut éviter le sentiment de colère, les comportements agressifs. Donc, on veut reconnaître les zones de tension qui peuvent déclencher chez nous. Donc, qui vont sûrement amener un inconfort qui peut faire accentuer le sentiment de colère vis-à-vis de la personne. Donc, pour ceux qui sont intéressés, justement, je vais vous demander, dans votre chaise présentement, prenez une position confortable. Donc, on va faire une bonne introspection. Vous pouvez garder les yeux ouverts, les yeux fermés. Ça va être vraiment un exercice. Il y a quelqu'un qui a parlé plutôt de mindfulness. Donc, on va reprendre possession du moment présent, des sensations que notre corps reproduit. Vous pouvez aussi, s'il y en a qui veulent voir justement quelle sensation que ça l'apporte, on peut penser peut-être à une situation qui nous irrite un peu, qui nous met un peu de colère pour voir comment notre corps réagit. Mais on peut juste, comme je dis, juste reprendre le moment présent. Donc, l'idée, on s'assoit confortablement. Dans notre chaise, on peut appuyer la tête, fermer les yeux. Et là, on va vraiment venir calmer notre respiration. Donc, on peut prendre de grandes inspirations par le nez, maintenir, expirer par la bouche. Le but, c'est vraiment d'amener une relaxation, une respiration plus calme. Et ça, c'est quelque chose, comme je dis, on peut le faire pendant une pause. Ça nous permet justement de bien prendre le recul, de bien identifier comment la situation nous a affectés. Donc, parce que quand on est dans une situation qu'on ne prend pas le recul,
des fois, ça peut être difficile de reconnaître les sensations, puis on va le vivre plus tard. Donc, une fois qu'on est bien assis, relax, prenez une grande inspiration par le nez. 1, 2, 3, 4, on maintient. 4, 3, 2, 1, on expire par la bouche. 1, 2, 3, 4. Maintenant que notre respiration est plus calme, on va commencer notre analyse des tensions par la tête. Donc, commencer par faire ressentir le cuir chevelu. Donc, on examine est-ce qu'on ressent une certaine tension à ce niveau-là. On peut descendre au niveau du front, des joues, de la mâchoire. Souvent, on va le ressentir beaucoup au niveau de la mâchoire, les tensions. Et là, maintenant, on va analyser est-ce que notre cou, on ressent des tensions au niveau du cou, des trapèzes, des épaules. Ça, c'est d'autres zones qui sont souvent très, très tendues. Par la suite, on va analyser un peu plus au niveau de la cage thoracique, soit au niveau du sternum. C'est d'autres endroits qu'on peut ressentir ces tensions-là. Et au niveau du dos, donc au niveau de la colonne vertébrale, parfois on peut sentir un point bien précis, une tension musculaire. Donc encore là, essaie de respirer, prendre conscience, envoyer des signaux pour essayer de relâcher ces tensions-là. Et on va descendre, on continue au niveau de l'abdomen. C'est d'autres zones qui peuvent être sensibles par moment de colère. Donc au niveau de l'estomac, on peut ressentir plus de tension. Au niveau des abdominaux, encore là, au niveau des lombaires, c'est des zones qui peuvent sentir. Donc, si on sent des tensions, on essaye de prendre encore des grandes inspirations, expirer jusqu'à temps qu'on atténue cette contraction-là, cette tension-là. On essaie de relâcher, on essaie de penser à des choses positives et voir justement comment cette tension-là diminue tranquillement. Et par la suite, on peut descendre au niveau des jambes. Même chose, quand on ressent la tension, on focus, on essaie de respirer, on pense à des choses positives et voir si les tensions tranquillement se détendent. Le but toujours étant de se ramener le plus calme, le plus détendu possible dans une situation. Et par la suite, on peut aller au niveau des mollets, des tibias, est-ce qu'il y a encore des tensions? Même chose. On prend le temps de bien respirer. Et par la suite, on peut terminer avec les pieds. Donc là, on a fait vraiment de façon très rapide. Idéalement, on va prendre beaucoup plus de temps, mais on veut vraiment passer à revue chaque partie du corps, de la tête aux pieds, pour voir est-ce qu'il y a des places où on ressent plus de tension suite à notre réaction de colère. Donc, pour essayer d'en minimiser les coûts négatifs. Je vous laisse terminer tranquillement. N'oubliez pas, prenez vos inspirations. On veut vraiment se concentrer sur une respiration abdominale pour se détendre. Une fois que vous avez passé en revue chaque partie du corps, maintenant, on va retourner sur prendre la conscience de tout notre corps. Et là, si on veut vraiment faire un exercice de mindfulness, de relaxation, vous pouvez prendre le temps de penser à des choses que vous ressentez sur votre peau, ce que vous pouvez sentir dans la salle, ce que vous pouvez voir. Donc, vraiment, on vient changer les idées. Donc, sur ce, les points importants à retenir, et on va mettre le lien pour la prochaine présentation pour ceux qui veulent s'inscrire. Lorsqu'il y a des situations, ben, on veut vraiment avoir des pensées d'adaptation versus des pensées de déclenchement. Donc, on veut mettre un terme aux pensées de déclenchement le plus possible.
on veut revoir nos croyances ou avoir des croyances qui vont nous amener à avoir des pensées plus d'adaptation que de déclenchement. Parce qu'il faut reconnaître que les croyances vont avoir une influence sur notre colère ou non. Et s'aider justement à prendre des méthodes d'adaptation comme des stratégies d'évitement ou d'empêchement, donc de se sortir de la situation comme une pause pour diminuer l'effet de la colère et reconnaître les zones de tension de notre corps pour qu'on puisse remédier aussi à cette problématique-là. Donc, si vous avez des questions, moi, je reste encore 5 minutes avec vous pour répondre aux questions, sinon plus si jamais il y en a qui ont plus de questions. Sinon, si tout le monde a répondu aux questions, je vous remercie de m'avoir écouté ce matin. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine sur le prochain séminaire, le prochain webinaire jeudi prochain. Merci Bruno, belle participation. Merci. Je suis content de pouvoir être utile en ce matin. Oui, Valérie, tu peux-tu mettre le lien pour la prochaine inscription? Ça ne devrait pas être très long pour le lien pour s'inscrire. Merci Valérie. N'oubliez pas, ceux qui en ont besoin, il y a toujours les ressources d'aide dans cette période. Donc, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de ressources. Il ne faut pas avoir peur de les utiliser quand on ressent que justement la colère devient un problème. Il y a des spécialistes qui peuvent nous aider. Donc, n'ayez pas peur d'y avoir recours. Puis, si vous avez trouvé ça intéressant, vous pouvez envoyer le lien aussi à des gens proches de vous qui pourraient en bénéficier aussi de la formation. Donc, on a été quand même plusieurs personnes aujourd'hui. Donc, ça me ferait plaisir de voir d'autres personnes se joindre à nous qu'on pourrait aider. Merci Valérie. Excellente idée. Au revoir, Bruno. On vous fera signe dès qu'ils seront disponibles, les enregistrements là, pour revoir la situation. Donc, si personne n'a de commentaires ou de questions, je vous dis à ceux qui restent à la semaine prochaine.
je l'espère, et bonne journée.